réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Alors oui, c'est un coup de tonnerre hier qui a explosé dans le ciel, qui a retenti dans le ciel lorsque Donald Trump a publié sur son réseau Truth Social qu'il allait imposer des tarifs douaniers de 25 % sur tous les produits canadiens et mexicains à certaines conditions. On a entendu aujourd'hui le premier ministre Legault dire, écoutez, si ça se concrétise, il pourrait y avoir des pertes de dizaines de milliers d'emplois au Québec. Alors, c'est un dossier qui devient et de loin le dossier le plus sensible au Québec. J'en parle avec Véronique Proulx. Madame Proulx est présidente directrice générale de la Fédération des chambres du commerce du Québec. Madame Proulx, bonjour. Bonjour. Madame Proulx, tout le monde est inquiet. J'imagine que vous l'êtes également. Bien, écoutez, nos membres sont très inquiets, très préoccupés par cette annonce. Alors, je vous dirais que le président élu Trump est en train d'utiliser le levier ou de faire l'annonce que nos membres redoutaient le plus. On a fait un sondage juste avant les élections et c'est justement la menace de surtaxe. Alors, avec des tarifs de 25 % sur tous les biens qui seraient exportés aux États-Unis, de la part du Canada, bien sûr, ça aurait un impact considérable sur nos entreprises et sur notre économie. Bon, Madame Proulx, j'aimerais que vous expliquiez aux gens qui sont peut-être un peu moins familiers avec cette notion de tarif, comment ça fonctionne. Évidemment, ces tarifs-là de 25 % seraient payés par les Américains, par les importateurs américains, et non pas par les entreprises québécoises. Alors, pourquoi ça nous toucherait autant? Alors, c'est un bon point. A priori, on peut se dire c'est les consommateurs américains qui vont payer, mais en fait, si nos prix augmentent, les prix auxquels on vend nos produits augmentent de 25 % quand on va arriver sur le marché américain, on ne sera plus concurrentiel, on ne sera plus compétitif. Donc, beaucoup d'Américains ne voudront pas payer cette surtaxe-là sur nos produits. Alors, l'objectif de l'administration Trump est probablement de faire en sorte justement qu'il y ait plus de production locale aux États-Unis, de ramener des entreprises manufacturières sur le territoire américain et ultimement, nos exportateurs ne seront plus capables d'expédier leurs produits sur le marché américain. Donc, ce que ça va faire, ce que ça veut dire pour des exportateurs, mais aussi pour des entreprises qui ont un pied de chaque côté de la frontière, c'est-à-dire qui ont des usines au Québec et aux États-Unis, par exemple, elles vont choisir d'investir aux États-Unis pour augmenter leur capacité de production aux États-Unis pour maintenir leur accès au marché. C'est ça qui est inquiétant. Puis il y en a beaucoup d'entreprises dans cette situation-là au Québec qui ont des usines de production au Québec, mais également une antenne aux États-Unis. Et là, si le produit qui est fabriqué aux États-Unis, c'est avantageux de le vendre sur le marché américain, c'est clair qu'ils vont transférer l'essentiel de leur production là-bas. Exactement. Il y a deux choses. Il faut se rappeler que plus de 75 % de nos exportations sont dirigées vers les États-Unis. Donc, c'est notre principal partenaire commercial. On est très dépendant des Américains. Alors, vous avez raison, les gens vont vouloir maintenir cet accès-là et donc investir dans leurs usines américaines. Mais la deuxième chose, c'est que le Québec, le Canada, c'est un tout petit marché. Donc, on a besoin d'exporter si on va être capable de créer de la richesse, si on va être capable de maintenir nos emplois en région. Parce qu'on a nos grands exportateurs, mais ces entreprises-là qui sont souvent établies en région, ils ont tout un réseau de fournisseurs, des petites, des moyennes entreprises qui travaillent en région et qui dépendent de nos exportations. Donc, c'est pourquoi s'il devait aller de l'avant avec ces tarifs, ça va avoir un impact sur nos exportateurs, mais sur l'ensemble de nos PME au Québec. Bon, il y a des gens, Mme Proulx, qui disent aussi, oui, c'est vrai qu'il y aurait un impact majeur sur nos entrepreneurs et notre économie, mais l'économie américaine est également à risque parce que le changement de fournisseur, là, si on arrête d'acheter au Québec ou au Canada parce que ça coûte trop cher en raison des tarifs, il ne sera pas instantané. Il va falloir trouver de nouveaux pays pour acheter les produits qui manquent aux États-Unis. Donc, les citoyens américains risquent aussi d'en pâtir et de subir de l'inflation et de payer plus cher pour des produits. Oui, c'est sûr que de façon pragmatique, cette annonce-là ne fait pas de sens. Ça fait pas de sens d'un point de vue économique. Alors, c'est difficile de comprendre comment et pourquoi il irait de l'avant. Mais on a quand même vu dans la dernière administration Trump, il y a quelques années, des tarifs sur l'exportation de produits d'acier et d'aluminium canadiens qui allaient aux États-Unis. Donc, ce sont nos grands exportateurs qui étaient taxés parce que l'administration Trump voulait favoriser la production locale. Le problème qu'on a eu, c'est que le gouvernement fédéral a fait une riposte
poste à annoncer des mesures, des tarifs sur les biens que les PME québécoises importaient des États-Unis. Et là, c'est venu faire très mal à notre économie. Alors, la morale dans tout ça, c'est qu'une guerre tarifaire, il faut l'éviter parce qu'il n'y a personne de gagnant là-dedans. Ça ne sera pas bon pour les Américains, ça ne sera pas bon pour nous. Puis, ultimement, ce sont les consommateurs qui vont devoir payer la note parce qu'il y aura inflation, il y aura augmentation de prix. Donc, vous dites carrément, Mme Proulx, que c'est une politique économique qui est envisagée par Donald Trump qui ne fait pas de sens. Bien, d'un point de vue économique, c'est difficile de comprendre où est la logique. C'est sûr que c'est une mesure protectionniste dont il parle. Quand on regarde l'administration Biden au cours des 4 dernières années, il n'a pas été moins protectionniste, il l'a été autant, mais de façon plus prévisible. Donc, on se rappelle qu'ils ont mis en place l'Inflation Reduction Act, qui est un fonds de 340 milliards pour stimuler l'investissement vert aux États-Unis. Donc, c'est une autre façon de faire, mais ça nous donne plus de prévisibilité. Alors, l'enjeu avec l'administration Trump, c'est qu'il est très imprévisible. On n'a pas beaucoup de visibilité sur ce qui va se passer. Puis ça, nécessairement, c'est pas très bon pour l'investissement. Oui, vous avez raison de le mentionner. Juste la façon dont il a annoncé ça. Là. Il n'a pas demandé une rencontre avec le premier ministre Trudeau, dire « Écoute, j'aimerais ça que tu travailles sur l'immigration, sur la sécurité des frontières. Sinon, je pourrais peut-être imposer des mesures coercitives. » Non, il annonce ça un soir. Il était quoi, à peu près 20 heures hier quand il l'a annoncé dans un message sur un réseau social. C'est une drôle de façon de procéder. Bien, c'est très provocateur, puis ça crée encore une fois beaucoup d'incertitudes. Mais je vous dirais que ce qui va être important, puis on a vu que le président Trump, il y a une rencontre aujourd'hui avec le premier ministre Trudeau, ça va être la diplomatie commerciale. Alors, ça va être très important pour le gouvernement fédéral de travailler avec les provinces, mais aussi avec nous. Nous, notre réseau de chambres de commerce, on a des chambres de commerce avec qui on collabore aux États-Unis. C'est important que tout le monde se parle et qu'on martèle le même message, c'est-à-dire qu'on doit collaborer ensemble, les États-Unis et le Canada. La compétition, la concurrence, elle est ailleurs, elle est en Asie. Il faut maintenir nos marchés ouverts, il faut maintenir nos frontières ouvertes pour maintenir notre compétitivité à l'international. Et ça va être très important de travailler sur le fond pour éviter, encore une fois, qu'il aille de l'avant avec ces mesures tarifaires-là. Mais je termine en disant que sous l'administration Trump, encore une fois, il y a eu la renégociation de l'accord de libre-échange, l'ALENA. Et au final, le Canada s'en est quand même bien sorti. Et depuis, il y a eu croissance de nos exportations vers les États-Unis. Madame Proulx, en terminant, il semble avoir deux approches à l'heure actuelle. Je vois la réaction au Canada. Tout de suite, Justin Trudeau a appelé Donald Trump et puis il y a des ministres importants, le ministre Leblanc, la ministre Freeland, qui ont dit, écoutez, il y a des liens tellement serrés qui nous unissent, les deux pays, il faut préserver ça. Bref, on était véritablement dans une politique, là, une réaction d'apaisement. En revanche, du côté du Mexique, c'est complètement différent. La présidente du Mexique a été très, très vigoureuse dans ses propos. Elle a dénoncé ça. Déjà, le Mexique menace les États-Unis de représailles, d'imposer des tarifs à son tour. Entre les deux stratégies, là, est-ce qu'il y en a une qui vous apparaît plus indiquée que l'autre? En fait, on peut imaginer que les Mexicains sont peut-être plus visés que le Canada dans la stratégie de Donald Trump parce que le Canada est un plus petit marché, on a des salaires qui sont plus ou moins compétitifs par rapport aux Américains. Donc, on est peut-être moins une menace pour eux dans leur capacité à ramener de la production locale. C'est deux approches très différentes. Ce qu'on a vu au Canada, puis qui a bien marché pour le Canada il y a quelques années, à voir si c'est encore bon aujourd'hui, mais j'y reviens, c'est la diplomatie commerciale, c'est de rappeler qu'on a des intérêts communs. Il ne faut pas oublier que nos chaînes d'approvisionnement entre le Canada et les États-Unis sont intimement liées. Je le répète souvent, mais une pièce, dans le secteur automobile, par exemple, les pièces peuvent faire l'aller-retour plusieurs fois entre les deux frontières avant d'être assemblées. Alors, on a tout intérêt à travailler ensemble. OK. Dernière question, Mme Proulx. Est-ce qu'il y a des secteurs au Québec qui sont plus à risque si ces tarifs-là voient le jour? Absolument. Quand on regarde nos grands secteurs d'exportation dans le manufacturier, on a le secteur de l'aérospatial, qui est un des plus grands exportateurs, l'aluminium. On en a parlé il y a quelques années, mais c'est encore vrai aujourd'hui. L'acier. On a également le secteur pétrolier. Ce sont nos grands secteurs d'exportation, mais après, j'ai envie de vous dire que nos petites, moyennes entreprises, dans les matériaux de construction en Beauce, dans les portes et fenêtres sur la rive sud de Montréal, ce sont toutes des entreprises qui vont être à risque advenant la mise en place de ces tarifs. Merci beaucoup, Mme Proulx. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Véronique Proulx est présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez
Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Alors, je le disais, il y a un moment, on a de la très grande visite en studio. Aujourd'hui, l'ancienne première ministre du Québec, Pauline Marois, qui a été nommée chancelière de l'Université du Québec à Montréal. Elle est la première femme à occuper ce poste prestigieux dans cette institution. Madame Marois, je vous souhaite de nouveau la bienvenue. On est vraiment heureux de vous accueillir. Merci. Et j'en profite pour vous féliciter de cette nomination. Vous savez, je lisais l'article qui a été publié dans la presse ce matin, puis il y a un de vos commentaires qui m'a particulièrement touché. Puis on entend tellement de choses à propos de l'Université du Québec à Montréal. Hein? C'est une université de gauche, une université woke. Il y a toutes sortes de choses qui se disent. Hein, vous le savez. Oui, hein? Et là, vous replacez ça dans une perspective différente. Vous dites c'est une université audacieuse, dynamique, qui sort un peu des sentiers battus. Absolument. Et depuis le début de sa création, elle l'a prouvé. Elle a été parfois critiquée pour le faire. Quand elle a annoncé le programme en sexologie, ça faisait pas l'unanimité. Un certain nombre d'entre nous vont s'en souvenir, ça fait quand même longtemps, c'était au début de la création de l'UQAM et du réseau de l'Université du Québec. Et puis maintenant, c'est un modèle, on s'en inspire, on vient faire on fait faire des recherches, etc. Les études féministes, pendant, ça a été très intéressant de voir apparaître ce module-là. D'ailleurs, on va m'excuser parce que parfois, je confonds encore. Là, je suis entrée en apprentissage quand même. Faculté, module, programme, etc. Mais on sait de ce dont on parle. Les études féministes, ça a joué un rôle important. Et vous savez qu'en plus, on va encore innover dans les mois qui viennent. Et je vais m'engager à cet égard-là pour promouvoir et appuyer ces projets qui viennent. Il y en a un très important à mes yeux, c'est la revalorisation du quartier latin. Oui. On a même nommé une vice-rectrice associée à la relance du quartier latin, Madame Anania, et je la lisais quand elle a donné une entrevue, puis elle disait: pourquoi on n'inviterait pas les gens du quartier à venir fréquenter nos conférences, à venir à notre bibliothèque, établir des liens, et ils ont déjà commencé évidemment avec les groupes communautaires, avec les commerçants du quartier, avec la vie culturelle du quartier. Et c'est pas rien, hein, là où est située l'Université du Québec à Montréal. C'est dans un quartier qui est parfois difficile à Montréal, oui, difficile, qui a son lot d'enjeux, disons. Ça a son lot d'enjeux. Et c'est justement à ces enjeux aussi qu'on pourra s'attaquer. Alors, donc, encore là, l'Université du Québec à Montréal innove. Là, il y a une autre innovation dont on n'a pas beaucoup parlé, qui se trouve dans le domaine de la santé. C'est qu'on va offrir un cours en ostéopathie. Et c'est la première université au Québec qui va faire ça. On va travailler avec les ostéopathes actuels et il y a une formation d'un certain nombre d'heures de cours pour s'assurer de professionnaliser, de s'assurer de la qualité de ce que l'on fait dans cette profession. Moi-même qui ai utilisé les services d'ostéopathes, je peux vous dire qu'ils m'ont beaucoup soulagé, que les services que j'ai reçus ont été très importants pour moi et je trouve que c'est une belle initiative. Et éventuellement, on aimerait ça former de futurs médecins. Bon, alors là, il y a un premier pas qu'on franchit. On a annoncé la création d'une faculté de la santé, des sciences de la santé. L'objectif, c'est de travailler sur la prévention et sur les déterminants de la santé. Ça veut dire quoi, les déterminants de la santé? Si on vit dans un meilleur environnement, on a des chances d'être plus en santé. Si on a des meilleures conditions de vie au plan social, au plan économique, on a des chances d'être plus en santé. Si on a une meilleure qualité de vie par l'accès à l'art, là aussi, puis on sait, l'art-thérapie, ça existe, hein? C'est-à-dire amener les gens à sortir de souvent de leur enfermement. Leur isolement, très souvent aussi. Leur isolement, etc. Alors, je vous dis ça parce qu'on va mettre à profit toutes les facultés, les autres facultés de l'UQAM, et chacun va y mettre une partie de ses compétences, de ses professeurs, etc., pour bâtir progressivement un programme sur la question et qui va concerner les sciences de la santé, la recherche, la prévention fondamentalement, puis éventuellement on verra comment ouvrir des programmes plus concrets si on veut là et plus spécifiques. Madame Marois, j'en parlais d'entrée de jeu. L'UQAM a une réputation qui n'est pas toujours favorable. Il y a beaucoup de gens qui jugent très, très sévèrement l'UQAM, gauchiste, woke, etc. Est-ce que ça vous choque quand vous entendez ça?
Oui, ça me choque un peu, puis ça me permettra de corriger le tir à titre de chancelière et de prendre position. Ça me choque parce que quand on regarde toutes les innovations dont a été capable l'UQAM, j'en nommais quelques-unes d'entrée de jeu, je regarde l'École des sciences de la gestion. C'est une véritable réussite. On fait de la formation de court terme, on fait de la formation en profondeur, en allant vers les doctorats, la recherche, etc. On a développé des programmes, entre autres, de gestion de projet, par exemple, ce qui n'existait pas dans les autres universités. Alors oui, ça me choque. Oui, parfois, l'Université du Québec à Montréal, avec ses étudiants, qui sont un petit peu turbulents et qui remettent en question certaines idées acquises. Ben, c'est normal. Si à 20 ans, on veut pas faire la révolution, on la fera pas à 50. Puis à 20 ans, ben, on peut brasser la cage peut-être un peu plus. Alors, il faut se pardonner d'avoir des gens qui osent, comme nos étudiants, puis comme certains des profs. Regardez, je m'identifie déjà à l'UQAM. C'est bien, je suis ça. bien contente. Donc, il faut accepter ça. Mais en même temps, ces personnes qui brassent un peu la cage, il y a aussi des chercheurs de haut calibre, de haut niveau. On a un secteur de recherche, entre autres, à la petite enfance, concernant les CPE, évaluer la qualité, etc. On en a du côté de la biologie. On en a dans plusieurs domaines, en littérature. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut être capable de mettre en valeur. Puis, je vais ajouter quelque chose qui sort un peu de ce que je viens de mentionner. Vous savez, ça reste une université de première génération. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 37% des étudiants de l'UQAM ont des parents qui ne sont jamais allés à l'université. Ça en fait une université très accessible. Donc, quand on parle de première génération, on parle de première génération scolaire, quelque part. Absolument. Leurs parents ne sont jamais venus à l'université, mais 37%, ça veut dire un nombre énorme de jeunes qui vont avoir pour la première fois dans leur famille accès à une formation supérieure. On a 5000 étudiants étrangers qui viennent de 97 pays. C'est assez fort, c'est assez intéressant comme enrichissement pour la société montréalaise et pour la société apprenante qu'est l'UQAM. Alors, c'est une université qui a beaucoup à offrir, qui est souvent méconnue. Et moi, c'est un des objectifs que je me suis donné. Je suis avec vous aujourd'hui, j'ai fait d'autres entrevues et ça se représentera dans le futur à l'occasion d'annonces de projets, de recherches qu'on va mettre en valeur. Mettre l'accent et la lumière sur ce qu'est cette grande université, parce que c'est une grande université. Madame Marois, j'aimerais vous amener sur un autre sujet, celui de la place des femmes en politique. Bien sûr, vous avez été la seule première ministre du Québec. Je sais que plusieurs femmes, plusieurs jeunes filles aussi ont été vraiment secouées par la défaite de Kamala Harris aux dernières élections américaines. Moi-même y compris. Oui, comment vous avez réagi? J'ai été profondément triste de cette défaite parce que on a choisi l'ignorance, on a choisi la violence, on a choisi des propos haineux, on a choisi la discrimination en choisissant Donald Trump. Je m'excuse, mais j'ai pas de mots assez forts pour décrire ce qu'il est, même des risques d'atteinte à la démocratie, alors qu'on avait une femme de grande envergure, avec une vision de société, avec une sagesse dans sa capacité de prendre en charge les problèmes vécus par les Américains, puis il y en a un bon nombre. Je crois que la misogynie a joué un peu. Oui. Ah oui. J'essaie de me convaincre que ce ne serait pas le cas, mais on a évalué que lui était fort, parlait haut, et qu'elle était peut-être pas suffisamment capable d'aller négocier, discuter avec les autres pays du monde. Mais vous savez, quand une femme est déterminée, là, elle peut aller très loin. Je peux vous en parler. Qu'est-ce que vous diriez à de jeunes femmes qui nous écoutent puis qui voient ça puis qui sont un peu découragées? Une fois que le constat est fait, où est-ce qu'on trouve espoir que les choses changeront un jour? Bon, moi, j'ai le goût de leur dire, pourquoi priver la société de votre intelligence, de votre talent, de votre créativité, de votre différence? Bon, on est différentes. C'est inné, c'est culturel, c'est sociologique, on est différentes. La société a besoin de ça. Et imaginez-vous que parce que vous allez être là, vous allez pouvoir changer le monde à votre façon. Imaginez que vous allez pouvoir proposer des projets qui vont aider vos grands-parents, qui vont être des mesures qui vont améliorer le sort de vos enfants. Pensez à ce que vous pouvez apporter
par votre contribution à l'action politique. Et il y a une chose que je leur dis aussi tout le temps. Faites-vous confiance. Parce que les femmes, souvent, n'ont pas confiance en elles, ont un sentiment d'imposture, pensent toujours qu'elles sont pas assez talentueuses pour faire ça. Non, au contraire, on est souvent perfectionniste, on veut pas tourner les coins trop ronds, on veut rester très intègre, aller au bout de nos valeurs puis de notre idéal. Alors moi, c'est ça que je leur dis. Je leur dis, vous pouvez faire la différence, puis pensez à tout le monde que vous pourriez aider par l'adoption de politiques publiques qui sont drôlement importantes. Puis là, je leur donne un petit exemple d'une chose que j'ai réussi à faire et dont je resterai fière jusqu'à la fin de mes jours. C'est la politique familiale et la création de nos centres de la petite enfance qui concilie famille et travail, mais qui a fait autre chose, qui a fait reculer la pauvreté chez les enfants dans les familles, qui a permis à des femmes de revenir sur le marché du travail, de retrouver de l'autonomie, puis de retrouver une meilleure qualité de vie, puis de meilleures ressources financières. C'est votre grand legs. C'est mon grand legs et c'est celui dont je serai toujours le plus fier, même si j'ai fait plein d'autres choses à la santé, à l'éducation, aux finances. Mais ça, je crois que c'est ce qui a le plus changé la vie des citoyens et citoyennes du Québec pour le mieux. Mme Marois, dernière question. Vous voyez un peu les problématiques au Québec à l'heure actuelle. Ouais. Il y a des enjeux. La nouvelle bataille des tarifs qui s'annonce. On l'a appris hier soir. Il y a des enjeux liés à l'immigration. Il y a des divisions dans la société. Il y a tellement de problèmes. La santé, les budgets, l'éducation. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite pour le Québec? Je suis une femme positive et je peux pas baisser les bras. Alors, je reste positive pour la suite. Optimiste avec une certaine nuance, mais je reste positive dans le sens que je suis convaincue que quand on décide de s'y mettre, on peut faire avancer les choses et puis on peut corriger les problèmes auxquels on est concerné, par lesquels on est concerné. Quand je regarde le Québec dans son ensemble, puis que je le compare à tous les États d'Amérique du Nord, les autres provinces, les États américains, vous savez que c'est l'endroit en Amérique, où les écarts entre les riches et les pauvres sont les moins grands, où les politiques publiques ont réduit le niveau de pauvreté. Ils ne l'ont pas éliminé, mais ils l'ont réduit. J'écoute les sondages dernièrement. À quel endroit on est le plus accueillant pour les gens qui viennent de partout à travers le monde par rapport au reste du Canada? C'est au Québec. Malgré tous les débats qu'on a entre nous, on est accueillant. Et ça, ce sont des valeurs fondamentales au plan humain qui me rassure pour la suite des choses. Ça fait du bien de vous parler, Mme Marois. On s'ennuie de vous. Merci, Philippe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bravo encore pour votre nomination et puis bonne chance à vous et à l'UQAM. Merci beaucoup. C'était Pauline Marois, l'ancienne première ministre du Québec. Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Katia Gagnon de La Presse est avec nous. Salut Katia. Salut Philippe. Alors aujourd'hui, tu veux nous parler d'un phénomène qui est très inquiétant, les psychostimulants. Oui, on en a une nouvelle démonstration, Philippe, avec cette étude de la multinationale d'analyse en santé UQVIA, je ne sais pas trop comment dire ça. Donc, ils ont analysé, dans le fond, les prescriptions, l'ensemble des prescriptions de la RAMQ au Québec et qui en sont venus à la conclusion, dans le fond, le chiffre est simple, 1 ado sur 5 au Québec prend des psychostimulants. C'est énorme. Pour faire une petite comparaison, là, c'est plus que partout au Canada. Et probablement... Mais c'est quoi un psychostimulant? Un psychostimulant, c'est, les gens connaissent le Ritalin. Donc, c'est le Ritalin et ses dérivés, des médicaments qui ont un peu le même effet. Donc, Ritalin, Vivance, Adderall, Concerta. Tout ça, c'est des psychostimulants, c'est des médicaments qui traitent le trouble de déficit d'attention et d'hyperactivité. OK? Donc, c'est des médicaments qui sont conçus pour ça. Évidemment, Philippe, on va mettre tout de suite les choses au point. Il y a des gens qui ont un TDAH et qui ont vraiment besoin de ces médicaments-là, parce que sinon, ils ne sont pas capables de fonctionner, ils ne sont pas capables de se concentrer, ils ne sont pas capables d'étudier. Bref, ils ne sont pas capables d'en arriver à leur plein potentiel. Mais on va se dire les choses clairement, le taux de prescription au Québec est absolument ahurissant. Comparons-nous, mettons, au reste du Canada. Là, on se compare pas au Bangladesh ou, je veux dire,
là, on a mettons l'Ontario, hein, même pays, même genre de société, même genre de système d'éducation. Alors, garçons de 12 à 17 ans, qui est la catégorie très touchée par ce type de prescription-là, au Québec, c'est 23 %. Donc, quasiment 1 sur 4 garçons de l'âge secondaire qui prend des psychostimulants. Moyenne canadienne, 12 %. Ontario, 8 %. Mais comment on explique ça? Prévalence objective du TDAH, selon les experts, là, les neuropsychologues qui connaissent ça, ils disent qu'il y a à peu près 5 à 7 % de la population qui a vraiment un TDAH. Donc, ça veut dire qu'au Québec, il y a probablement 3 jeunes sur 4 qui prennent ça, qui n'ont pas été bien diagnostiqués. Et qui ne devraient pas le prendre. Et qui ne devraient pas le prendre, qui devraient peut-être prendre autre chose, ou qui ont un autre type de trouble qui ne se médicamentent pas de cette façon-là. Donc, puis le pire, Philippe, c'est que cette situation-là, là, elle ne date pas de cette année, là. Ça fait longtemps, là. En 2019, c'est 5 ans, il y avait une lettre de 48 pédiatres et experts qui disaient, écoutez, là, sur prescription, ça n'a pas de bon sens. On est les champions mondiaux. Tout ce que je viens de te dire, là, ils disaient ça. Là, ça a continué à monter. Hein? Il y a une semaine, encore, mon collègue d'après, Charles-Éric Blais-Poulin, a fait une enquête très intéressante qui montrait qu'on pouvait désormais se faire prescrire ça en télémédecine. Consultation de 45 minutes, 1 heure. Bon, OK, on ressort de là, bing bang, 400 pièces d'une prescription, j'ai mon papier pour l'université, j'ai mes médicaments, tout est beau. Mais l'as-tu vraiment, le TDAH? C'est ça qui est la question demeure, là, tu sais. Parce que faut faire attention, hein? C'est extrêmement populaire, ces médicaments-là, Philippe, chez les jeunes, notamment les jeunes qui sont dans des facultés très performantes à l'université. Ah oui? Là. Oui. Bon, médecine, droit, ce genre de facultés-là là, où la pression est importante. Il y a beaucoup de jeunes qui prennent ces médicaments-là sous le manteau sans avoir de diagnostic parce qu'ils ont l'impression que ça va les faire mieux performer. Ils ont l'impression qu'ils sont plus capables de se concentrer, mettons, en fin de session, là, où c'est qu'ils ont 14 examens à étudier, là, puis que là, c'est effrayant, puis j'arriverai pas. En prenant ça, ils ont l'impression qu'ils sont plus efficaces. Moi, j'ai fait une enquête là-dessus en 2021. J'ai eu des témoignages absolument incroyable de jeunes, justement, qui avaient tout un attirail de médicaments là, pour, justement, mieux parler. Des jours, ils prenaient du Ritalin, d'autres jours, ils prenaient du Adderall. Mais est-ce que ça peut vraiment aider ou c'est un effet placebo? Ben, je pense qu'il y a de l'effet placebo là-dedans. Peut-être que ça aide temporairement, mais en même temps, il y a énormément d'impact sur la santé, sur le sommeil, sur l'appétit, c'est pas bon là, de prendre ça si on n'a pas un TDAH. Donc, tu sais, on a vraiment un problème avec ces médicaments-là au Québec. En 2021, moi-même, j'avais fait une enquête, puis j'avais envoyé 4 jeunes journalistes dans 4 cliniques se faire prescrire des psychostimulants. 2 sur 4 en avaient eu, puis il y en avait une, la rencontre avait duré 4 minutes. Là. 4 minutes pour un trouble neuropsychologique qui devrait être diagnostiqué par un neuropsychologue. Moi, je sais, j'ai fait passer ces évaluations-là à un de mes enfants. Hey, c'était 3 rencontres de 2 heures chacune là, avant d'avoir le diagnostic. Là. Un paquet de tests, c'était vraiment long et compliqué. Et c'est ça qu'il faut faire pour avoir un vrai diagnostic. Puis, ce qui est intéressant dans le cas de mon enfant, c'est qu'au départ, le pédiatre pensait qu'il avait un TDAH. Nous a aiguillés donc vers une évaluation en disant « Non, j'ai l'impression que... » Et finalement, après l'évaluation neuropsychologique, il n'y en avait pas. Donc, c'est un cas, il y a eu une étude qui est sortie il y a à peu près 2 ans où les chercheurs ont montré que souvent les bébés de classe, c'est-à-dire les jeunes qui arrivent très jeunes, qui sont nés, mettons, au mois de septembre ou à la fin d'août, donc on les appelle les bébés de classe parce que c'est les plus jeunes de la classe. De la cohorte. De la cohorte. Bien, ces jeunes-là, c'est drôle, hein? C'est eux autres qui ont le plus de médicaments. Ils sont plus médicamentés que les autres. Donc, ça veut dire qu'au Québec, on médicamente, il y a de la pression des profs, il y a de la pression des parents pour médicamenter les enfants qui ne rentrent pas complètement dans le moule des autres. Là, ils sont un petit peu plus turbulents, sont un petit peu plus immatures, mais c'est normal, ils sont plus jeunes. Donc, tu sais... Puis à cet âge-là, là, 6 mois, 7 mois, 8 mois, ça peut faire une grosse différence. Ça paraît beaucoup. Donc, il faut vraiment, tu sais, je pense, Philippe, réagir là, d'une façon vigoureuse. Le Parti québécois a demandé hier, il faut que le gouvernement agisse. Bien, franchement, je ne sais pas trop ce que le gouvernement peut faire, là,
parce que là, on est plus dans le cabinet du médecin que dans le bureau du premier ministre, là. Mais en même temps, il faut que ce problème de société-là, parce que là, on a une combinaison de la mort là, avec les écrans et ces médicaments-là contre le TDAH, là, où on est dans un univers là, où on se dit, ben voyons donc, là, où c'est qu'on s'en va avec nos enfants, il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, quand j'ai fait ces enquêtes-là, j'ai fait beaucoup d'entrevues avec des médecins qui disaient, ben quand on a un parent dans notre bureau qui tape du pied puis qui dit, là, mon enfant, là, le prof dit qu'il doit être médicamenté puis il faut qu'il soit médicamenté puis il veut absolument ressortir avec une pilule, bien, la pression est forte pour la prescrire, la pilule. Donc, on a une responsabilité aussi en tant que parent. Puis, il faut que le système scolaire offre d'autres avenues à ces enfants-là, tu sais. Mais bon. Un autre problème de notre réseau scolaire. Mais c'est troublant quand même, surtout les chiffres que tu mentionnes, là, combien c'est courant au Québec et que c'est pas la même chose en Ontario et dans le reste du Canada. Donc, c'est un problème vraiment très, très particulier. Merci beaucoup, Katia. On se retrouve la semaine prochaine. Certainement, Philippe. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Il y a de l'inquiétude partout au Canada aujourd'hui. Tout ça, bien sûr, en raison de l'annonce effectuée par le président élu des États-Unis, Donald Trump. Hier, il a annoncé qu'il imposerait des tarifs de 25 % sur tous les produits canadiens et mexicains entrant aux États-Unis, et cela dès le premier jour de son mandat, le 20 janvier prochain. Et combien de temps ces tarifs pourraient être en vigueur? Ben, il a dit aussi longtemps que les drogues comme le fentanyl et tous les immigrants illégaux continueront d'entrer aux États-Unis en provenance du Canada et du Mexique. Il a dit que si les deux pays ne réglaient pas le problème, ils en paieraient un prix très, très élevé. Alors, bien sûr, il y a un peu de panique au Canada, des tarifs de 25 % sur nos exportations vers les États-Unis. Ça serait absolument catastrophique. Le premier ministre Legault, aujourd'hui en conférence de presse, a même dit que si cela se concrétisait, ben, les pertes d'emplois pourraient se compter par dizaines de milliers. J'en parle avec la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, Christine Fréchette. Madame Fréchette, bonjour. Oui, bonjour, M. Quentin. Madame Fréchette, c'est vraiment inquiétant. Ben, il faut prendre cette nouvelle-là très au sérieux, là, vraiment. On sait que, le candidat Donald Trump, quand il était en campagne, en a parlé souvent de l'imposition des tarifs. Maintenant qu'il est le président désigné, donc ça fait partie du champ des possibles. Donc, il faut faire preuve de grande prudence. Alors, nous, on est à déployer différentes stratégies pour faire en sorte de parer à toute éventualité. On travaille en étroite collaboration là, avec l'ensemble des ministres qui sont concernés par cette possibilité là d'avoir des tarifs qui soient imposés, également avec le fédéral, et on va travailler aussi avec nos représentants, ils sont nombreux aux États-Unis, puis des alliés américains également. Je pense que c'est important de faire passer nos messages aussi par la voix des alliés, des associations américaines. Jusqu'à quel point, Mme Fréchette, selon le gouvernement du Québec, là, il est important et même essentiel que tous les gouvernements des provinces et le gouvernement fédéral travaillent ensemble dans ce dossier-là? Ben nous, ce qui nous importe le plus, c'est d'être présents à la table des négociations, à l'ensemble des tables de négociations qui se pencheront sur l'imposition de tarifs, sur la révision, par exemple, de l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique. Donc, on veut être présent, on va nommer un émissaire et on veut que cet émissaire-là puisse faire partie des discussions. Maintenant, si d'autres provinces veulent transférer au fédéral cette responsabilité-là, c'est comme bon il leur semble, mais de notre côté, on veut être présent à la table. C'est très important que les enjeux propres au Québec soient bien compris, entendus et représentés à la table des négociations. Les enjeux, en fait, ils varient beaucoup d'une province à l'autre. Alors, ceux qui concernent le Québec, là, ils sont cruciaux. Là. On parle des secteurs de l'aérospatial, on parle des secteurs de l'aluminium, de l'industrie forestière, de l'agriculture. Donc, ce sont tous des secteurs de grande priorité. Là. Madame Fréchette, on sait qu'il y a eu des discussions déjà là, entre M. Trudeau et M. Legault. Est-ce que le gouvernement fédéral est ouvert à l'idée d'accueillir là, un émissaire du gouvernement du Québec à la table des négociations?
se sont pas encore prononcés de manière finale sur la question. Donc, le premier ministre Legault va avoir une rencontre demain. Il a discuté également avec le premier ministre hier. Donc, ce que je sais, c'est qu'on pousse fort pour faire en sorte que ça devienne réalité, puis qu'on n'ait pas simplement un émissaire là, qui soit amené à être consulté entre les différentes rondes de négociation, mais qui soit bel et bien représenté autour de la table. Ça, c'est important pour nous. Alors, on va continuer de pousser dans cette voie-là. Monsieur Legault, aujourd'hui, en conférence de presse, a dit que les craintes de Donald Trump là, face à l'immigration étaient légitimes. Pourquoi? Bien, on l'a vu qu'il y a eu quand même un nombre croissant de gens qui sont passés de manière illégale du Canada vers les États-Unis en plus grand nombre au fil des mois. Au cours des 2 dernières années, j'étais à l'immigration, comme vous savez, là, durant ces mois-là, puis on voyait les chiffres augmentant. Donc, c'est important qu'on mette fin à cette voie de passage, à ces voies de passage, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule. Ça préoccupe les Américains, donc c'est important, ça nous préoccupe aussi. On ne veut pas que le Canada puis le Québec deviennent une voie d'accès, une porte d'entrée pour ensuite transiter aux États-Unis. Alors, c'est important que les frontières soient respectées, soient intègres. Donc, c'est important que le fédéral resserre sa gestion des frontières. C'est une responsabilité du Canada. Donc, on s'attend à ce que cette responsabilité-là soit assumée de manière très convaincante. Madame Fréchette, est-ce que ça va être compliqué pour le gouvernement du Québec de travailler avec le gouvernement fédéral dans ce dossier-là? Parce que je regarde les relations entre les deux parties, là, notamment sur le dossier de l'immigration. On sait que les contentieux sont nombreux. M. Legault n'a jamais trop mâché ses mots à l'endroit de M. Trudeau à ce propos-là. Il y a d'autres zones de conflit à quelque part. Je pense à la santé avec le programme de soins dentaires du gouvernement fédéral. Bref, les enjeux où les deux parties ne s'entendent pas sont nombreux. Et là, tout à coup, il faut vraiment que vous travailliez ensemble pour protéger les intérêts québécois, les intérêts canadiens. Est-ce que vous allez être capable de le faire? Oui, bien, il faut que le fédéral fasse preuve d'ouverture à l'endroit des demandes du Québec. Mais ce que je peux vous dire, c'est que depuis que je suis à l'économie et à l'énergie, il y a énormément d'annonces que j'ai faites en collaboration avec le fédéral. On a intérêt à la fois au fédéral et au gouvernement du Québec à défendre les intérêts économiques, à faire croître nos entreprises, à les protéger dans un contexte plus difficile. Alors, moi, ça m'inspire confiance pour la suite des choses parce que j'ai fait énormément d'annonces avec François-Philippe Champagne particulièrement. Il y a énormément de soutien qui ont été offerts, puis des investissements qui ont été faits, réalisés en collaboration avec le fédéral. Alors, quand il s'agit de défendre les intérêts économiques, je suis assez confiante que le fédéral va être au rendez-vous. Encore faut-il qu'il veuille ouvrir la voie au Québec pour être présent aux tables de négociation et à bien défendre et représenter également les secteurs qui sont propres au Québec, parce que d'une province à l'autre, ça varie grandement et ceux du Québec sont quand même centraux, là. S'il y a des négociations là, à propos de ces tarifs-là entre le Canada et les États-Unis, non seulement le Canada devra accepter que le Québec soit à la table des négociations, mais j'imagine que les États-Unis devront accepter également. Je suis pas certaine que leur acceptation soit requise. Peut-être. Écoutez, on va voir de quelle manière la future administration américaine voudra jouer ça. Je pense que le fédéral pourrait dire que ça fait partie de la donne. Ça a été fait avec l'Union européenne. Le Québec était présent à la table des négociations avec l'Union européenne. Donc, à voir de quelle manière ça va être joué. OK. Là, vous dites, Mme Fréchette, que votre ministère, puis vous, puis votre garde rapprochée, là, vous allez rencontrer des gens dans différents secteurs de l'économie québécoise pour, j'imagine, rassurer, développer un plan. Qu'est-ce que vous allez leur dire exactement? Écoutez, on veut d'une part prendre le pouls de la situation, voir comment ça se passe de leur côté sur chacun des secteurs, également les préoccupations qu'ils ont advenant la mise en place de tarifs du côté des Américains et quels sont aussi leurs interlocuteurs aux États-Unis, quelles sont les entreprises aussi qui achètent leurs produits, les consommateurs qui achètent leurs produits, dans quels États se trouvent-ils principalement, quelle part du marché occupent-ils. Il faut qu'on cible l'ensemble des secteurs pour lesquels on a des exportations et pour lesquels les États-Unis dépendent de nous parce qu'ils ne sont pas autosuffisants. Ça, je pense que ça va être quelque chose de très important à faire parce que du jour au lendemain, on ne peut pas avoir des Américains qui tout d'un coup n'ont plus besoin d'importer du bois d'œuvre, par exemple. Dans l'État de New York, là, c'est à peu près 40% des importations qui sont faites pour le bois d'œuvre qui proviennent du Québec. Donc, c'est des sommes, des montants importants. Alors, voilà, il y a des secteurs pour lesquels on est, je pense,
incontournable. Il va falloir travailler ça pour le rester et on va le faire en collaboration avec les associations américaines et les joueurs d'ici là, sur le terrain. Mme Fréchette, il va falloir quand même travailler dans l'urgence, hein, parce que le 20 janvier prochain, ça vient très, très vite. Ça vient très vite, effectivement. On est déjà à l'œuvre. Vous savez, par exemple, notre représentation aux États-Unis, ça fait des mois qu'on a renforcé notre présence aux États-Unis. On l'a augmenté de 20 à travers les différents bureaux et délégations qu'on a là-bas. Alors voilà, on vient pas d'arriver en ville, comme on dit. Ça fait des mois qu'on est à l'œuvre pour identifier les secteurs qui pourraient être à risque et puis les stratégies qu'on pourra utiliser. Alors c'est ça qu'on est en train de mettre en place là, déjà depuis quelques mois. Merci beaucoup, Mme Fréchette. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Oui, Christine Fréchette est ministre de l'Économie, de l'Innovation, de l'Énergie du Québec.